Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. L'été, cette saison qu'on attend, qu'on fantasme parfois, avec ses journées plus longues, sa lumière plus douce, ses vêtements plus légers, ses corps plus découverts. Mais l'été, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas que le plaisir de se détendre. C'est aussi une saison de pression sourde et bien réelle. Celle de se montrer, celle d'entrer dans des standards corporels, celle de comparer son corps, de surveiller, de contrôler, de cacher. Et c'est précisément de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, même si j'en conviens, cet épisode arrive un peu tard dans la saison. Je veux vous parler de cette pression invisible mais omniprésente autour du corps, du poids, de l'apparence, de ce qui s'active en nous quand les corps sont plus visibles, quand le regard des autres, et le nôtre, devient plus dur, plus exigeant, de tout ce que ça vient réveiller, les comparaisons corporelles, le body checking, les évitements, et parfois un vrai mal-être intérieur. Mais je veux aussi vous proposer des pistes concrètes pour adoucir ce rapport à votre corps, pour retrouver un peu de paix, pour réinvestir l'été comme un espace de liberté et non de lutte. Alors c'est parti. On peut déjà se poser la question, pourquoi est-ce que l'été accentue la pression sur l'image corporelle ? Eh bien, il faut d'abord comprendre un point fondamental. L'image corporelle, c'est pas juste ce que je pense de mon corps. C'est une construction psychique qui est complexe, qui est influencée par énormément d'éléments, que ce soit notre histoire, notre éducation, nos émotions, notre vécu, mais aussi et surtout le regard des autres et le contexte dans lequel on grandit et on évolue. Et l'été, eh bien ce contexte, naturellement, il change. Puisque le corps est davantage exposé, on va moins s'habiller, on va mettre des shorts, des jupes, des débardeurs, des maillots de bain et dévoiler des parties de notre corps avec lesquelles on n'est pas nécessairement à l'aise, voire qu'on a en horreur. Ce corps, il est aussi plus comparé. En tout cas, on a plus d'occasions de pouvoir le comparer parce qu'on se retrouve en groupe, que ce soit à la plage, dans des lieux sociaux, autour de barbecues, dans des parcs. Et les corps, à ce moment-là, ils sont plus visibles. Donc, la comparaison est davantage propice. Ce corps, il est plus surveillé. On peut davantage le vérifier dans des vitrines, dans des reflets de miroirs, sur les réseaux sociaux. On le surveille naturellement plus puisqu'on est plus dénudé. Et pour les personnes en insécurité corporelle qui vivent de l'insatisfaction corporelle, eh bien l'été peut être un vrai déclencheur. Et c'est pas de la superficialité, c'est souvent le résultat d'années de conditionnement autour du corps. Et dans ma pratique et dans toutes celles des professionnels que j'ai formés jusqu'ici, je vois chaque année, à l'approche de l'été, des personnes qui se sentent angoissées à l'idée de se montrer, d'aller à la piscine par exemple avec leurs enfants, de porter un short, d'aller à un événement, d'aller à une soirée, d'aller à un mariage aussi. C'est la période des mariages où on devrait entrer dans une robe de telle ou telle taille, dans un costume de telle ou telle coupe, et ça peut générer énormément d'angoisse. Et pour l'avoir vécu à titre personnel, je comprends sincèrement cette souffrance. Elle est lourde, elle est difficile à porter. Et c'est ce mal-être même qui pousse souvent à s'orienter vers des régimes restrictifs juste avant un événement, juste avant des vacances, pour trouver une solution rapide et immédiate, pour se sentir mieux. Et c'est d'ailleurs la période à laquelle on va avoir le plus de communication, de publicité autour des régimes. Et c'est à ce moment-là qu'une bonne partie d'entre nous tombe dans le panneau et je peux bien évidemment le comprendre, même si ce n'est pas souhaitable. Et on se retrouve bien souvent dans cette situation puisque l'importance exagérée accordée au poids et à la minceur est un héritage culturel de nos sociétés occidentales.
C'est un sujet dont je parle longuement dans ma formation. C'est ce qu'on pourrait appeler l'estime de soi qui est contingente à l'apparence. C'est-à-dire que notre estime, l'estime de soi, dépend presque entièrement de ce que je renvoie comme image corporelle. Et ça, c'est pas inné. C'est le fruit d'un système social et culturel qui, depuis notre plus tendre enfance, associe minceur et valeur. On a clairement grandi avec des modèles esthétiques très normés qui ne correspondent pas à la diversité des corps que l'on retrouve. Et on nous a transmis, souvent sans même le vouloir, que être mince, c'est être digne, discipliné, joli, aimé. Là, je parle au féminin. Au masculin, ça pourrait donner être mince, c'est être maître de soi, dynamique, séduisant, respecté. Et à l'inverse, être gros, être grosse, ce serait être paresseux, paresseuse, négligé, voire même malade, en mauvaise santé. Et cette idée-là, eh bien, honnêtement, elle a la dent dure. C'est ni plus ni moins que de la grossophobie. Et même si on la déconstruit intellectuellement, elle reste ancrée émotionnellement. Et c'est là que c'est intéressant d'aller travailler sur d'autres aspects pour se décentrer, d'aller explorer ses valeurs fondamentales, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes besoins, quelles sont mes aspirations profondes, quelles sont mes convictions et qui est-ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi, ce qu'on pourrait appeler cette estime interne. Et c'est essentiel ici, parce qu'on ne peut pas s'aimer vraiment si on continue à croire en sous-main que notre valeur dépend de notre apparence. Nous sommes bien plus que des corps, nous sommes bien plus que notre apparence. J'avais vu un post passer sur les réseaux sociaux qui m'avait marqué. C'était un post qui évoquait des grandes femmes qui ont marqué l'histoire et qui évoquait le fait que si ces femmes, à ce moment-là, avaient donné toute leur énergie à soigner leur apparence, à soigner leur poids, eh bien, est-ce qu'elles se seraient vraiment accomplies? La question reste ouverte. Allez, petit instant promo. Je vous interromps juste un moment dans cet épisode pour vous dire que ma formation professionnelle, accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle, reprend le 9 octobre. Elle s'adresse aux professionnels de la santé, du soin, de l'accompagnement, mais aussi à celles et ceux en reconversion ou simplement désireux de se former sérieusement à des questions essentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site julierojon.com. Vous y trouverez toutes les informations utiles, le programme détaillé, les modalités et les prochaines dates. Et maintenant, je vous laisse retourner à l'épisode. Et justement, il y a des éléments qui entretiennent cette hyper-focalisation sur le corps, sur l'apparence. On peut nommer le body checking, c'est le fait de vraiment se vérifier tout le temps, la comparaison et les évitements. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on se sent mal dans son corps, quelle que soit sa forme. On développe des stratégies de contrôle ou des stratégies d'évitement. Et dans l'accompagnement en alimentation émotionnelle, on les retrouve fréquemment. Tout d'abord, le body checking. Donc, comme je le disais, c'est le fait de vérifier son corps, parfois plusieurs fois par jour. On se regarde dans le miroir, on se pèse, on mesure ses cuisses, on vérifie son ventre, on va regarder par exemple son reflet dès qu'on marche en ville, dans des vitrines, dès qu'on croise un miroir. Et plus on le fait, plus l'insécurité, plus l'insatisfaction corporelle augmente. Et c'est jamais suffisant. Finalement, c'est jamais OK. Il y a quelque chose qui me marque, que j'entends très très souvent en consultation, c'est quand je regarde des photos de moi il y a 10 ans, en fait, j'étais si belle, j'étais si beau et je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, je n'étais pas bien dans mon corps. Ce n'est jamais suffisant. Finalement, notre apparence n'est jamais OK puisque on va toujours idéaliser quelque chose ou une représentation qui n'existe pas. Là, bien évidemment, je n'aborde pas la dysmorphophobie. C'est un élément que j'aborderai dans un autre épisode. En plus du body checking, on peut évoquer les comparaisons corporelles. Celles-ci, je les retrouve souvent. On compare son corps à celui des autres. Je me positionne finalement en fonction des personnes que je croise, que ce soit sur Instagram, dans la rue, à la plage, au restaurant, j'évoquais les mariages, ça peut être un mariage, dans un événement social où je vais voir d'autres corps exposés. Et comme on se focalise uniquement sur ce qu'on croit être mieux chez l'autre, eh bien on se sent systématiquement en défaut. Parfois, on se sent un petit peu valorisé parce qu'une personne va avoir un corps qu'on estime moins beau que le sien. Je sais pas comment exactement je pourrais le définir. Peut-être moins avantageux que le sien. Mais ces cas sont relativement rares.
À titre personnel, quand je souffrais de mon rapport à l'alimentation, vous allez peut-être sourire puisque certaines personnes vont se reconnaître, quand j'entrais dans une pièce, eh bien, je scannais les cuisses des femmes et je savais à peu près quelle était la taille des cuisses des personnes qui m'entouraient. Puisque mon insatisfaction corporelle se portait énormément sur cette partie de mon corps. Alors, ça peut vous faire sourire, ça peut paraître extrêmement futile, mais c'était à l'époque automatique et ça générait chez moi une souffrance qui était très élevée. On peut parler aussi des évitements, les évitements corporels, de ne pas aller à la plage, de ne pas s'habiller comme on voudrait, de ne plus se regarder dans le miroir, de refuser une invitation et de s'isoler socialement. Et chaque évitement vient renforcer l'idée que mon corps est un problème. Et ce que je dis souvent, eh bien, c'est que ce n'est pas votre corps qui est problématique, c'est le regard qu'on vous a appris à poser dessus. Et ces comportements, que ce soit le body checking, l'évitement, la comparaison, ne nous protègent pas. En réalité, ils renforcent le trouble, le mal-être et l'auto-alimentent. Donc, il va s'agir de sortir de toutes ces stratégies d'adaptation. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Eh bien, on revient à soi et je vais vous donner quelques clés que j'ai déjà un peu évoquées pour commencer à apaiser le rapport au corps. Comment est-ce que je peux adoucir ma relation avec mon corps? La première chose, eh bien, ce serait de revenir à vos valeurs profondes. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est un travail clé. Il s'agit de recontacter ce qui compte vraiment pour vous. Pas ce que la société attend, pas ce que votre corps devrait être, mais ce que vous avez envie de cultiver. Ça peut être la connexion, la liberté, la joie, la créativité. C'est un exercice qui est souvent proposé en coaching et en thérapie cognitive et comportementale et qui constitue un levier extrêmement intéressant. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut raccrocher un travail qui peut être fait sur nos aspirations profondes, ça peut être un travail qui est fait sur qui on est vraiment, comment les autres me perçoivent, mais on met bien évidemment de côté le volet de l'apparence. Ça peut être de travailler sur ses besoins, que ce soit ses besoins dans sa vie, ses besoins vis-à-vis de son corps, ses besoins vis-à-vis de son alimentation. Il y a énormément de pistes qui existent. C'est des outils que moi je vais transmettre bien évidemment en séance, mais aussi dans ma formation professionnelle. On peut réduire les comportements de contrôle en douceur et c'est un point clé qui est extrêmement important, c'est central. Alors, pas d'interdiction brutale, mais une observation qui va être dans un premier temps curieuse. Vous pouvez commencer par repérer, si c'est votre cas, quand est-ce que vous vous vérifiez, dans quel état émotionnel vous vous trouvez, qu'est-ce qui se passe. Alors, par exemple, moi, si je parle de mon cas, je me souviens que dès que je passais devant une vitrine, je ne pouvais pas m'empêcher de surveiller mon apparence corporelle. Alors moi, je vous l'ai dit déjà dans cet épisode, ça se focalisait beaucoup sur les cuisses, donc j'allais regarder mes cuisses et j'avais plein comme ça de comportements, de contrôle, de vérification. On a parlé tout à l'heure également de la comparaison, ça rentre dans cette case-là. Et une fois qu'on a identifié tous ces comportements de contrôle qui renforcent le trouble, qui renforcent l'insatisfaction personnelle, eh bien vous pouvez proposer autre chose. Ça peut être de dire non, stop, et de détourner le regard, de changer cette habitude, de casser ce phénomène d'habituation. Ça peut être un ancrage corporel, une respiration, une activité plaisante. Il y a plein de techniques qui existent pour revenir à l'ici et le maintenant et pour se détacher de cet automatisme extrêmement pesant. L'autre piste, ça peut être de s'exposer progressivement avec sécurité, de choisir un vêtement qui va être peut-être un petit peu plus court, de sortir les bras nus, d'aller à la piscine. C'est finalement ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. Pas à pas, on va graduellement décider d'exposition, d'actes qui vont me permettre, tout en sécurité, d'avancer et de commencer à ne plus éviter. Alors, on se force pas ici, mais on se réhabitue à l'idée qu'on peut exister dans ce corps tel qu'il est. Si je vous donne un exemple, ça pourrait être de me regarder dans le miroir. Je vais regarder mon visage, ensuite je vais peut-être regarder mon buste, ensuite je vais me regarder de plein pied en étant habillée, et puis ensuite je vais enlever un vêtement, ensuite je vais peut-être me regarder en sous-vêtements. Il y a plein d'étapes à respecter qui sont extrêmement personnelles. C'est donc la thérapie d'exposition. On s'expose progressivement avec sécurité pour sortir de l'évitement.
idem, il existe plein d'outils pour y arriver. On peut aussi ritualiser la douceur. C'est écrire par exemple une lettre à votre corps. Il s'agit ici de rendre hommage à ce corps qui est notre véhicule de vie. On peut aussi créer un moment de self-love, d'amour de soi, dans la semaine. Alors pas pour s'aimer à tout prix, mais pour reconnaître le corps comme un allié et pas comme un ennemi. Et tout ça, ça se fait pas à pas, en douceur et à son rythme. Alors vous l'aurez compris, mon message est de vous transmettre que votre corps n'a pas à être parfait pour mériter l'été. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire parfait ? Et vous n'avez pas à perdre 5 kilos, vous n'avez pas à vous muscler, vous n'avez pas à rentrer dans tel ou tel vêtement pour profiter pleinement de votre vie. Le problème, ce n'est pas vous, c'est la norme qui vous a appris à douter de vous. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est une autre voie. Comme je vous l'ai dit, une voie de réconciliation, de désactivation progressive des schémas de comparaison et de reconnexion à ce que vous êtes au-delà de l'apparence, bien au-delà de l'apparence. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute si vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Prenez soin de vous, passez un bel été et à très vite dans En cas de tracas. Et ne partez pas tout de suite, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.